Je commence. Il est temps de commencer. Donc, c'est bon? Oui? OK. Donc, il est temps de commencer. Bienvenue à mon talk qui s'appelle Apprivoiser l'incertitude, une compétence agile. Avant de démarrer, voilà, comme d'hab, elle marchait, elle marche toujours. Merci à tous les sponsors pour cette belle journée et merci surtout à vous d'être présente pour ces 2 journées parce que sinon, il y aurait rien, tout simplement. Et très rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Amina Bourguiba. Je suis coach agile, principalement à l'échelle. Je travaille sur tout ce qui est transformation. En parallèle, je suis cofondatrice avec Farida Melouk des événements Boost sur Inspiration. Donc, c'est des lightning talks de 7 minutes. Dernièrement, parce que je m'ennuyais, je suis en train de développer un projet de leadership féminin. Et comme vous pouvez le voir, cette conférence, j'avais trop de choses à dire. Donc, j'en ai écrit un livre qui est sorti en octobre 2023. Voilà, c'est bon? Donc, je vais vous passer le micro, vous allez tous vous présenter maintenant, histoire que je sache avec qui je parle. Si vous êtes vraiment prêts, je vais démarrer. Donc, on y va. Je voulais vous dire encore une fois merci à tous et à toutes. Sincèrement, il y a de très beaux talks en parallèle du mien. Donc, je vais aller directement à la conclusion. Comme ça, si vous voulez vous déplacer, si vous voulez aller voir les autres, je ne vous en voudrais pas. Si vous préférez prendre un café, il n'y a pas de souci. Donc, allons-y, la conclusion. Le talk s'appelle Apprivoiser l'incertitude. Est-ce que c'est une compétence agile? La conclusion se résume en 2 mots. Hakuna Matata. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Je vais laisser quelques secondes pour ceux qui veulent partir discrètement. Il faut plus de temps pour fermer les yeux. Vous voulez pas vous afficher? Bon, merci doublement du coup. Donc comme je disais, c'est Hakuna Matata. Derrière Hakuna Matata, il y a quand même de très grandes paroles. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça vous parle peut-être? Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun... Je n'ai pas entendu. Ah, super. Philosophie. En fait, derrière cette phrase, ce qu'il faut retenir, c'est que pour évoluer, il faut être en paix avec soi-même. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Grand optimisme de Pumba, au passage, qui est quand même au plus bas de la chaîne alimentaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, pour ceux qui restent, je vous propose vraiment de démarrer parce qu'aujourd'hui, on va parler d'incertitude. C'est quoi l'incertitude? En fait, c'est ce ressenti d'être au milieu d'un brouillard, de devoir marcher, peut-être en plus du brouillard d'avoir les yeux bandés. En gros, c'est cette sensation de flottement, de je ne sais pas ce qui va arriver, qu'est-ce qui va me toucher, comment, pourquoi. Mais aujourd'hui, on continue d'avancer. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on continue d'avancer. Dans nos vies perso, on est face à des perturbations, à de l'inconnu tout le temps. Est-ce que ce boulot est bien pour moi? Est-ce qu'il est temps de changer? Tiens, est-ce que je déménage? Est-ce que j'achète un appart? Pour d'autres personnes comme moi, ce matin, c'était tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme fringue? Ce soir, qu'est-ce que je vais dîner? Peu importe la granularité des questions qu'on se pose ou des inattendus ou de est-ce que je vais avoir mes transports et arriver à temps à cette grosse réunion que je dois avoir à 9 heures? Peu importe, tous les jours, on rencontre des perturbations par rapport au plan qu'on s'est fixé. Et tous les jours, on décide et on avance malgré tout. Du coup, la question, c'est pourquoi, si on est capable dans nos vies perso d'avancer malgré tout ce qui nous tombe sur la gueule, clairement, pourquoi on est toujours un peu braqué dans nos vies chez nous? Tout simplement parce que des fois, on a des questions bizarres. Une des premières questions que j'ai eues,
c'était avec des clients qui m'ont dit, bon, Amina, s'il te plaît, j'aimerais des KPI, du ROI, du retour sur investissement, de la transfo, qu'on n'a pas encore lancé, afin de savoir si je la lance ou pas. Est-ce que ce genre de situation vous parle? Levez la main. Ah, ok, merci, je me sens moins seule. En fait, quand on a ce genre de questions, il n'y a qu'une seule réponse qu'on aimerait donner, mais sur laquelle on hésite des fois de juste l'énoncer. Et la vraie réponse, c'est « je ne sais pas ». Parce que finalement, « je ne sais pas », ça devrait être simple à dire. C'est juste quelques mots. Est-ce que pour vous, ça devrait être simple à dire? Levez la main. Mais est-ce que vous le dites souvent? Levez la main. Je ne sais pas. Le truc du je ne sais pas, c'est que, à part le fait qu'on soit en France et qu'il se passe beaucoup de choses en France, mais le fait est que je ne sais pas si la bienveillance est activée chez l'interlocuteur d'en face, ce n'est pas censé passer pour de l'incompétence ou de l'ignorance. C'est censé être juste une réponse honnête, franche, qui apporte quelque chose derrière. Et quelque part, je ne sais pas, ça fait un peu partie de notre métier d'agiliste. Combien de fois vous êtes retrouvé à dire « je ne sais pas, mais t'inquiète pas, on va en tirer un truc positif ». Ça fait un peu secte. En fait, la vraie réponse, c'est, et c'est ce que je voulais transmettre, c'est « vous ne savez pas, tant mieux, c'est très bien comme ça ». Parce que la réalité, c'est que le « je ne sais pas », ça s'est banalisé. La culture du « je ne sais pas », elle s'est développée. La preuve, et c'est pas juste dans les magazines féminins, il y a de plus en plus de décisionnomètres, de matrices. Alors, si tu sais pas quoi faire, oui, peut-être, non, comme ci, comme ça, ainsi de suite. Ça s'est banalisé. Ça s'est tellement banalisé de dire « je ne sais pas », on se moque, on en rigole. Des madames et des messieurs, je sais tout. On en connaît tous autour de nous. On est d'accord? Et en fait, le truc, c'est que qu'on sache, qu'on ne sache pas, on va avoir des surprises, on va avoir des perturbations. On est tous dans le même bateau, on est tous dans le même environnement. Donc, à un moment où il faut quand même avancer, il faut quand même se jeter à l'eau. Parce que, après tout, on est dans ce qu'on appelle le monde de l'incertain. Le monde de l'incertain, c'est quoi? C'est ce monde ultra VUCA, ce monde où on est dans l'excès d'individualisme, ce monde où on est de plus en plus ouvert sur la vie des autres grâce aux réseaux sociaux. Donc le monde de l'incertain, on y est. Et la réalité, c'est que ce n'est pas éphémère. Ça va durer. On n'est plus à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents où on avait un seul job pendant 40 ans et on faisait les choses et puis on subissait quelques petites perturbations. C'est différent. On ne vit plus dans ce monde-là. Et du coup, ça signifie quoi? De dépasser la peur de l'incertitude. En fait, l'incertitude, l'inattendu, qu'est-ce qu'on ressent? La réalité, c'est qu'on ressent des trucs ultra négatifs. Les mots sexy qu'il y a derrière, c'est souvent, quand on parle d'incertain, on parle d'inattendu, de surprise, et tout le monde n'y met pas forcément quelque chose de positif juste derrière ce mot. Pour beaucoup, ça crée peut-être une forme de paralysie, une forme de peur, parce que c'est lié à du doute, du stress, du risque. Il y en a qui aiment le goût du risque et qui parleront plutôt d'adrénaline. Je ne les connais pas. Il y a une forme de vulnérabilité, d'inquiétude, de confusion. Il y a un côté hasard parce que finalement, on aime bien quand les choses sont bien préparées, un peu fixes. Même si on a des petits coups de folie, on aime bien savoir ce qui va arriver. On aime bien avoir une espèce de petite boule de cristal, que ce soit dans nos vies pro ou perso. Quand vous êtes sur une transformation ou quand vous accompagnez une équipe, ça serait bien une petite boule de cristal à l'avance. Donc, je ne sais pas qui s'est mis au tarot depuis quelque peu. Levez la main. OK, il y a quoi? Et en fait, tous ces mots négatifs, c'est quoi? C'est en fait
lié à tout ce qu'on appelle de l'irrationalité et du déséquilibre. La réalité, c'est que quand on est face à de l'incertitude, à de l'inattendu, à des surprises, positives ou négatives, on n'a qu'un seul choix. C'est de devoir muscler notre réactivité, notre flexibilité. Et c'est là qu'il faut trouver un vrai degré d'adaptabilité et un nouveau niveau de tolérance. Ouais. Et là, vous allez me dire, bon, bah, c'est bien beau tout ça. Et l'agile dans tout ça? L'agile, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On va essayer de se mettre tout de suite dans les chaussures de nos clients. Alors, quand je dis de nos clients, ça peut être chef à plume, ça peut être squad, ça peut être PO, ça peut être n'importe qui, ça peut être peu importe. Vous arrivez devant ces personnes qui disent avoir un niveau de maturité dessus. Des fois oui, des fois non, on ne sait pas, peu importe. Et c'est la première fois qu'on les voit, et là, on va commencer à discuter de qu'est-ce qu'on va amener, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que vous vous rendez compte que votre discours fait peur? Votre discours parle de choses dont ils n'ont pas l'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des référentiels, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont éclater. Vous vous rendez compte que quand vous arrivez devant vos clients, vous sortez des phrases de ce type-là. Écoute, ta roadmap, elle n'est plus fixe. Prends en compte qu'elle va bouger. Tout ce que tu as travaillé là ces 2 dernières années pour savoir ce que tu vas faire sur ces 3 ans, à la trappe. Vous vous rendez compte qu'on va leur dire, maintenant, on va prendre du temps. On va pas parler du projet, on va juste parler de nous. Comment on se sent, comment on travaille ensemble. Vous vous rendez compte? En plus, vous lui dites, tiens, on va maximiser la valeur. La valeur de quoi? Mais la valeur. Et puis après, on lui dit, non, non, mais ton projet, on va le découper en petits bouts, on dirait une recette de je ne sais quoi. Et puis après, vous allez lui dire, tiens, on va donner une voix au client. Qui est ton client? Non, c'est pas assez précis. On va aller plus loin. Interne, externe, infra. Dis-moi, qu'est-ce qu'il pense? On va même lui donner un nom. Qui sait? Il est fictif, mais on lui donne un nom. Et puis, t'inquiète pas, il va y avoir plein de choses qui vont arriver, mais il va falloir que tu sois super positif quand les choses vont arriver, même quand c'est une merde. Est-ce que vous vous rendez compte que ça s'appelle être un gourou et que nous sommes dans une secte et que nous abordons des gens avec ces phrases-là? Est-ce que là, d'un coup, vous réalisez que vous êtes les ambassadeurs de l'incertitude, que vous les emmenez sur quelque chose? Bah, peut-être qu'ils avaient lu, peut-être qu'ils avaient une maturité, mais que c'est complètement freestyle pour eux. Là, en gros, c'est vous qui les prenez par la main et lui dites, viens dans le brouillard avec moi. Tiens, tu as un bandage sur les yeux, je t'en remets un autre. Mais viens, suis-moi, fais-moi confiance. Et en fait, c'est ça, le truc, c'est que l'incertitude, comme j'ai dit, en y est, ça ne sera pas éphémère. Donc, comment nous, déjà, en tant qu'agilistes, en tant que personne, on avance de manière positive, mais comment on réussit en plus à faire avancer des gens avec nous? En gros, comment on embarque des gens avec nous sur quelque chose qui leur paraît complètement incertain, différenciant, nouveau. Et du coup, mon message aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement culturel qui est en marche. Parce que si le je ne sais pas ne s'était pas banalisé, bah, on ne serait pas tous là et on n'aurait peut-être pas des clients et on ne travaillerait peut-être pas avec des nouvelles boîtes, avec des nouvelles personnes, tout simplement parce qu'ils ont envie de tenter l'expérience. Du coup, pour comment apprivoiser l'incertitude, moi, je vous propose aujourd'hui de découvrir une démarche pour devenir des cracks, un ou des cracks de l'incertain, et surtout se poser la question de, au final, est-ce que ça ne serait pas une des compétences que l'Agile nous offre? Pour y arriver, je vous propose une méthode qui n'engage que moi et qu'on va développer ensemble, qui est ce que j'appelle la démarche rassurante en 4 phases pour devenir crack de l'incertain. Donc, il y a 4 phases. Il y a, premièrement, rester en mouvement. Deuxièmement, cadrer l'incertain. Troisièmement, surfer sur les problèmes. Et enfin, monitorer l'implication des autres. Donc, en gros, comment je les embarque. OK, on y va? Je vous ai pas perdu, ça va? Alors,
on va aller sur la première phase qui est rester en mouvement de la démarche rassurante. Et rester en mouvement, ça passe tout simplement par 3 biais à casser directement pour arrêter de se braquer. Les 3 biais, alors bien sûr, il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné que 3. Ça va être négativisme, hypercontrôle, hypomélisme. Donc, on va commencer directement par le négativisme. Le négativisme, en gros, c'est le premier biais à casser pour rester en mouvement. Tout à l'heure, je vous ai montré une slide avec plein de jolis mots qui avaient quand même une connotation un peu négative. Parce que quand on parle d'incertain, d'inattendu, de surprise, enfin, je peux chercher tous les synonymes, finalement, on ne voit pas tout de suite qu'est-ce qu'on pourrait en retirer, quels sont les bénéfices qu'il y a derrière. Et en fait, l'incertitude, à force de la pratiquer, à force de mieux réagir, agir quand vous avez une perturbation qui tombe, je ne dis pas qu'on va être dans une phase sereine parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais à force de le faire, on va tout d'un coup se sentir plus à l'aise avec les choses qui tombent. On est plus réactif, on est capable de prendre des décisions plus rapidement. Vous connaissez cette théorie du bus qui dit je suis à l'abri bus, il y a marqué 2 minutes, j'attends le bus. 2 minutes après, je regarde, il y a écrit 4 minutes. Je fais quoi? J'ai déjà attendu 2 minutes. Attendre 4 minutes, c'est pas grave. Est-ce que j'attends ou est-ce que je pars? Bon, je décide d'attendre, je reste 4 minutes. Et puis tout d'un coup, il y a un bus qui passe, mais il ne s'arrête pas. Ça, c'est Paris. Et j'attends encore 1 minute, et là, il me dit que le bus arrive dans 2 minutes. J'ai déjà attendu 6 minutes. Je reste ou je pars? Et on peut continuer, hein, je peux faire toute l'après-midi avec l'histoire de bus, mais c'est un peu ça, c'est à quel moment je décide de partir, à quel moment je prends une décision qui me permet soit de partir, soit de rester, et comment je l'assume. Qu'est-ce que j'avais à faire derrière cette histoire de bus aussi? C'est ce qui va permettre de me dire, bon, quelle est la meilleure option? Est-ce que mon investissement en temps, en énergie à attendre vaut le coup d'attendre encore un peu, ou est-ce que je dois me dépêcher parce que j'ai quelque chose derrière? Enfin, vous avez bien compris. Et donc là, ce que j'essaie de dire, c'est que cette histoire de bus, qui peut se reproduire 40 fois dans la même semaine, il y a un jour où vous ne perdez plus de temps à prendre des décisions. Parce que finalement, vous savez quoi faire, vous avez de l'expérience. Et c'est ce moment-là où on ne peut pas dire qu'il y a du positif. Parce qu'en fait, vous avez accepté l'inconfort des surprises. Donc, vous êtes sorti de votre zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, tout de suite, on est plus à l'écoute. Il y a une plus grosse ouverture à plein de nouvelles choses, à des solutions, à des options, à des expérimentations. Il y a aussi une dynamique collective. Si on était 10 à attendre le bus, même si on ne se connaît pas, je regarde toujours un peu ce que les autres font, ça m'aide ou pas. Innovation, réactivité, flexibilité. En gros, c'est tout simplement à quel moment ça ouvre mon degré de flexibilité, et ça va me créer un équilibre entre la gestion de ma raison versus de mes émotions. Deuxième biais à casser, celui-là c'est le plus rigolo. Hyper-contrôle ou lâcher prise. Est-ce que ça vous parle? Donc là, je vais dire juste le mot hyper-contrôle. Vous allez penser à quelqu'un. On y va. Beaucoup de sourires en coin. Lâcher prise. Est-ce que vous pensez à vous ou à quelqu'un d'autre? Aux autres. Donc, c'est le deuxième biais à casser pour rester en mouvement. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est que face à l'inconnu, trop souvent, nos repères, nos référentiels vont voler un peu en éclats. Et du coup, c'est le moment où il faut trouver un peu le comportement adapté, efficace. Mais on est humain, on travaille sur des projets où on aide à amorcer du changement sur des humains. Donc forcément, c'est la partie la plus difficile. Et il y a un moment, il faut tout simplement se muscler. Donc moi, je vous propose un outil qui est celui-ci. Donc vous le trouverez dans ce livre-là, Les Vertus de l'incertitude, qui est lui-même extrait d'un autre livre en anglais que je vous ai mis là. Comme c'est un extrait, il n'y a que quelques phrases, mais vous pouvez trouver le tableau avec les 25 phrases. Je crois qu'il était en anglais à la base. Pour moi, cet atelier, il est super intéressant, tout simplement parce que quelle est
mon degré de flexibilité ou d'adaptabilité et comment je le muscle. Il est à faire seul, soit en squad ou en équipe ou même en communauté de PO, enfin peu importe. Mais il est intéressant à faire que si vous le refaites 1 ou 2 mois après. Je dirais plutôt 2 mois. En gros, tout simplement, vous avez des phrases: «Est-ce que les imprévus me dérangent énormément?» ou «Je dois me retirer de toute situation incertaine. Est-ce que je suis capable de tout organiser à l'avance?» Et avec l'échelle que vous avez là, vous allez commencer à le remplir. Ce qui va être intéressant quand vous le faites seul, bah, comme je vous l'ai dit, c'est 2 mois après de voir, s'il y a eu une évolution ou pas. Par contre, quand vous le faites en squad ou en PO, c'est, plutôt de se dire: «Bon, bah, toutes les actions qu'on va faire derrière, c'est pour déplacer quelle petite croix?» Il y en a qu'on n'a pas forcément besoin de déplacer, après c'est humain. Il y en a qui sont paralysés face à des perturbations et on ne peut pas aller à l'encontre de leur nature aussi. Mais si vous étiez sur un projet complexe, vous arrivez et il y a une transformation et en fait, la transformation, elle a été dessinée sur une roadmap, de 3 ans. Hyper contrôle. Tout est dessiné, quelques jalons, les actions, ainsi de suite et tout. La réalité, c'est que vous, en tant qu'agiliste, vous arrivez et vous allez dire: «Bah, OK, on va essayer de suivre ton plan initial, mais sache que ton plan n'est pas fixe. Ton plan va bouger». Une des fameuses phrases de gourou que vous êtes censé dire. Bah, moi, je veux bien, mais eux, ça ne les rassure pas. Et nous, c'est notre rôle de faire comprendre qu'on va être en amélioration continue et que, en fonction de chaque action qu'on va lancer, on va être capable de rebondir autrement. Est-ce que c'est vu comme du lâcher prise complètement total de l'autre côté? Ben ça, vous ne savez pas. Et justement, c'est ça, c'est comment trouver l'équilibre entre l'hyper-contrôle et le lâcher prise. Mais surtout, ce genre d'atelier, c'est mieux se connaître pour mieux piloter et monitorer tous les inconnus qui vont débarquer, dépouiller plus tard. Troisième biais à casser pour rester en mouvement, c'est lutter contre l'immobilisme. En gros, là, ce qu'il faut dire, c'est que il faut arrêter de subir le syndrome de la validation externe. Je ne peux pas. Le COMEX n'a pas décidé. Nous ne pourrons pas avancer. Nous ne savons pas si nous avons du budget. OK. Mais là, il faut se dire à un moment, stop. Stop à l'inaction. Parce que peut-être que vous pouvez commencer à amorcer un petit changement. Pas la peine de sortir tout de suite les grosses actions et les grosses choses. On peut amorcer le jeu de gradation qui viendra de je ne sais où, j'en ne sais rien. Peu importe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà là. Vous êtes sur place. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas discuter, faire de la sensibilisation, de l'émulation bottom-up ou top-down, peu importe. Alors, ça peut être dans quelque chose de très formel via des dojos, comme ça peut être de l'informel avec un café virtuel, tout simplement, parce que les gens sont en télétravail. Vous pouvez déjà fractionner en baby step. Vous saviez qu'il y a une action super importante qui doit arriver dans 3 mois. Ben, on peut déjà en parler, on peut déjà juste se renseigner qui on veut inviter ou pas. Et c'est une petite étape, mais qui fait gagner du temps pour plus tard. Et vous pouvez déjà aller tourner, faire la tournée des popotes pour initier une vision commune. Et si jamais on a des vrais rebelles ou des vrais réfractaires, vous pouvez faire un atelier pré-mortem qu'on appelle aussi Remember the Future. Ligne droite, toutes les merdes qui vont tomber, comment on y répond, comment on le fait. Je vous propose de passer à la deuxième phase de la démarche rassurante pour devenir des cracks de l'incertain, c'est cadrer l'incertain. Cadrer l'incertain, c'est nécessaire dans nos quotidiens d'agilistes, surtout pour pouvoir embarquer des clients dans l'action. Je vous ai mis 4 citations qui sont revenues trop souvent à mon goût ces dernières années dans ma vie. Je vous laisse les lire. Ces 4 citations ont un point en commun. Qu'est-ce que ça pourrait être?
à part les mots contradictoires, lâcher prise aussi. Tout est juste. Moi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que le point commun, c'est qu'au final, il y a un moment où ces citations nous challengent sur quelque chose qui est qu'est-ce qui est déjà acquis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est pour moi un point essentiel. Je me suis retrouvée trop souvent à avoir des certitudes qui font que une action, des choses qu'on a lancées, pètent simplement, bêtement, parce que je me suis basée sur des certitudes qui n'étaient même pas les miennes. Donc en fait, cadrer l'incertain, ça démarre toujours par challenger les certitudes, parce que les zones d'ombre, vous ne savez pas où elles sont. Vous pensez savoir, mais tant qu'on ne les a pas confrontées au terrain, aux bonnes personnes, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, pour challenger ces zones d'ombre, le plus simple, c'est challenger ses certitudes. Moi, j'ai fait un atelier. J'ai envie de dire c'est ma création, mais ça m'a pris 2 lignes et 3 post-it, donc je vous en prie, éclatez-vous. C'est l'atelier «Je sais, je ne sais pas». Voilà, très simple. Donc première colonne, je sais. Deuxième colonne, je ne sais pas. Et puis ensuite, par ligne, on va mettre les sujets. Alors, est-ce que c'est des sujets sur comment on se synchronise ou est-ce que c'est sur un projet? Est-ce que c'est une action? Vous en faites ce que vous voulez, vous l'ajustez, vous le personnalisez. Mais pour être très honnête, c'est assez puissant. Ça se fait en squad, ça se fait en communauté, ça se fait même sur une transformation. Je l'ai fait aussi avec des comex. Marche plutôt bien. Et en fait, ce qui marche bien, c'est qu'ils aiment bien la simplicité du truc. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'expliquer l'outil. Pose tes post-it, je sais, je ne sais pas, ils aiment bien. Par exemple, moi, je suis arrivée, dans l'une de mes expériences, on m'a dit: «Bon Amina, ces 4 PO-là, ils sont très bons en agile. Ils ont été formés, ils ont été accompagnés, c'est des warriors de l'agilité, par contre, toi, tu dois travailler sur ces 5-là». Donc, bah, cette fameuse expérience, où je me suis dit: «Bon, bah, super». Je commence à bosser avec les 5 et là, je commence à me poser des questions de: «Mais les 4, ils sont bons en quoi? Ils font quoi? Je les connais pas, je suis pas allée les observer, je suis pas là pour les juger». Mais juste, à quel moment les 5 que je coach vont arriver à ce niveau-là? Est-ce que ce niveau-là, ils vont rattraper les autres ou est-ce que les autres seront allés plus loin? En fait, est-ce que je crée une bonne harmonisation ou est-ce que je vais créer un décalage? Bon, bah, finalement, heureusement que je les ai tous mis dans la salle, je me suis aperçue qu'on n'avait pas du tout la même vision, qu'on ne comprenait pas la même chose. Absolument pas. Challenger ses certitudes, découvrir où sont véritablement les zones d'ombre. C'est important de les identifier, sinon vous ne pouvez pas cadrer les perturbations qui vont arriver. Troisième phase de la démarche rassurante, surfer sur les problèmes. Donc c'est la partie la plus fun, c'est celle où on agit. En fait, surfer sur les problèmes, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est choisir de positiver l'incertitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont débouler, mais ce n'est pas mauvais. Donc en fait, tout simplement, on relativise les complications. On va jouer sur la résilience. On est tous capables de le faire dans nos vies perso. Pourquoi on se braque et on n'utilise pas la résilience de la même manière dans nos vies pro? Parce qu'en fait, là, quand on travaille sur des choses qui débarquent de nulle part, je le rappelle, on est en train de faire un pari sur l'humain. Donc, on peut avoir une idée de tendance de comment ça va prendre. On peut se faire la stratégie des alliés en disant, tiens, j'ai 10 ambassadeurs, X alliés et 25 réfractaires. Mais on ne sait pas, enfin, on n'est pas dans la vie des gens, on n'est pas dans leur tête. Donc, il faut toujours essayer de voir les opportunités et pas les contraintes. Recommencer sans compter, ne pas parler d'échec, mais vraiment d'apprentissage parce qu'on ne fera pas la même expérience de la même manière. Et puis, cultiver en fait cet esprit de résilience. Pourquoi? Tout simplement parce que si on devait traduire, surfer sur les problèmes concrètement, ça serait par exemple, vous êtes sur, encore une fois, une transfo. Et là, d'un coup, un jour, vous vous réveillez et vous voyez les choses claires. Ça veut dire quoi? Euh, les pratiques régressent, les sponsors mettent moins de sous,
Les managers ne sponsorisent plus l'AGT ou ne mettent même plus d'objectifs collaborateurs dessus pour les inciter un peu plus. Bref, il y a un truc qui ne va pas. On relativise, mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est on s'arrête, on respire un bon coup, et là, on commence à penser big picture. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que je voulais aller? Est-ce que je revois ma copie ou est-ce que j'ajuste? En fait, c'est quoi ma vue d'ensemble? Tant qu'on n'a pas la vue d'ensemble, on ne peut pas se dire où est-ce que je vais aller. Surfer sur les problèmes sans avoir vue d'ensemble, je dis pas que c'est un moyen de se louper, c'est juste que vous n'avez peut-être pas choisi la meilleure option ou la meilleure action pour surfer sur les problèmes derrière. Et surtout, et je le rappelle, c'est fini les chefs à plumes dans leur tour d'ivoire qui prennent des décisions tout seuls. Aujourd'hui, on a absolument besoin de l'intelligence collective parce que plus on se repose pour penser big picture, plus on utilise l'intelligence collective et plus on crée ce que j'appelle la vision multiperspective. Plus on a la vue de un PO, un Scrum Master, quelqu'un du terrain, un chef à plume, plus on a la vue de différentes populations, différentes audiences, plus on est capable d'avancer sereinement parce qu'on sait qu'on a visé tout le monde et on sait exactement qui va avoir des bénéfices, qui va pas en avoir et on est capable d'anticiper et de le gérer. Surfer sur les problèmes, c'est là où on se dit, ben en fait, est-ce que ça fait pas un peu appel au mindset agile? Clairement oui, parce que si on parle flexibilité, adaptabilité, on pense forcément agile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça part directement de ce principe à accueillir positivement, favorablement les changements. Au final, c'est toujours essayer de planifier, prioriser en collectif d'une manière où on découpe les choses en petits bons et démontrables. Et surtout, c'est pour développer une culture de l'amélioration continue. Donc, surfer sur les problèmes, c'est déjà quelque chose qu'on fait un peu en agile naturellement. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi aux personnes avec qui on travaille au quotidien. Et enfin, la dernière phase de la démarche rassurante pour devenir un crack, c'est bah, comment j'embarque mes clients avec moi pour marcher dans le brouillard, les yeux bandés. Bah, en fait, la seule chose importante à comprendre ici, c'est que je n'embarque pas seulement mes clients, j'en fais des alliés et j'en fais des acteurs. En gros, à quel moment je crée des doueurs, je crée des personnes qui sont à mes côtés et qui vont faire des choses. Parce que une fois que vous avez identifié les zones d'ombre, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Donc, quand vous avez démarré l'accompagnement, sur quoi vous pouvez vous engager? Sur quoi vous ne pouvez pas vous engager? Ils ont quand même besoin d'avoir des réponses. Ils vont pas juste vous tenir la main et vous dire emmène-moi. Est-ce qu'il y a un ravin? Non, c'est pas grave, je m'en fiche, je te fais confiance. Donc, vous avez le code d'incertitude et il faut faire attention aux promesses que l'on fait. Il y a véritablement un moment où on ne peut pas faire de promesses et un moment où on peut avancer et avancer et commencer à dire à ce moment-là, voilà ce qui est censé arriver selon les expériences que j'ai vécues à droite, à gauche ou selon ce que j'ai vu dans les retours d'expérience, dans les conférences ou autres. Mais pour utiliser le code d'incertitude, pour commencer à s'engager sur des choses, à en faire des acteurs et des alliés, il y a plein de petites actions. Je vous en ai listé plusieurs. D'abord, c'est créer une cellule de transformation. Vous n'êtes pas là pour définir une stratégie pour des gens que vous connaissez à peine. Vous ne savez même pas ce qu'ils font dans leur vie quand ils rentrent, tout seul pour X mille personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle le LACE ou bien la cellule de transformation. On les embarque, on réfléchit ensemble. Et quand on réfléchit et on est ensemble, la première chose, c'est où est-ce qu'on veut arriver à la fin de l'année. Donc forcément, OKR, je pense que vous avez entendu le mot OKR toute la journée et encore un peu demain. Vous pouvez les faire sur un an, mais sur 6 mois, ça marche très bien aussi. Ça dépend du nombre de personnes, ça dépend de ce que vous faites aussi. Si vous êtes sur des OKR, plutôt sur une cellule de transformation, c'est mieux 6 mois. Si on est sur des OKR au sens transformation, c'est peu mieux un an. Planification agile, on commence à mettre des petits jalons et à déterminer pour chaque jalon qu'est-ce que ça signifie en termes de tâches. Et surtout, on commence à créer une expérimentation des cycles courts. Et enfin,
encore une fois, dynamique collective, dynamique collective, dynamique collective. Tout ça pour dire qu'au final, je pense que vous avez bien compris les 4 phases de la démarche rassurante pour devenir des cracks de l'incertain. Et en gros, ça se résume avec tout ça. Ça se résume par une posture proactive, tout ce qui est tolérance et muscler sa flexibilité, son adaptabilité. C'est commencer à relativiser tout ce qui est imprévisible parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous inquiéter de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, normalement. C'est toujours avoir un peu cette pensée big picture et prendre du recul et intelligence collective, intelligence collective. Mais du coup, demain, vous arrivez dans une mission et vous devez les convaincre de faire évoluer leur mindset. Est-ce que de donner un budget, voilà, on va budgétiser une transformation sur quelque chose que tu connais pas. Voilà. Donc en gros, ils vont devoir avoir un changement culturel, un changement de mindset. Et on va en plus travailler sur des nouveaux types de KPI parce que finalement, des fois, nos KPI à nous, c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Alors ça, le mot qualitatif, ça fait peur. Est-ce que vous pensez vraiment que, ils ont envie d'avancer en terrain inconnu avec vous, avec nous, avec moi, comme ça, du premier abord? On est d'accord. Du coup, la question c'est, est-ce que après tout ce que je vous ai présenté, mes clients, ils me disent: «C'est génial, ta démarche rassurante, je te suis». Bien sûr que non, bien sûr que non. Je vous ai pas présenté une démarche rassurante pour la présenter aux clients. Je vous ai présenté une démarche rassurante qui est un outil, qui est mon expérience, que je vous partage et qui peut peut-être vous servir ou pas. À vous d'en faire quelque chose parce que, en fait, c'est vos étapes à vous. C'est vos étapes de comment j'embarque mes clients, comment j'embarque des acteurs qui sont autour de mes clients aussi. Parce que la réalité, c'est que des phrases du style l'incertitude nous charme, tout devient merveilleux dans la brume. Est-ce que vous pensez qu'un jour vos clients vont dire grave, j'y vais? Ouais, non, absolument pas. Vos clients, vos coachés, vos squats, vos PO, vos scrum masters, les personnes de votre quotidien, ils n'ont pas envie d'aller dans l'inconnu. Ils l'affrontent déjà dans la vie perso, ça les emmerde. Ils ne veulent pas le faire aussi dans la vie pro. En fait, la réalité, c'est qu'ils ne nous font pas confiance au départ. Et que aller dans un truc imprévisible, abstrait comme l'agilité, ça ne les tente pas. Par contre, tout le monde y va, c'est en vogue, il y a du budget, le patron, il a dit: «Agile, c'est aujourd'hui». Alors ils se disent: «Bon, ben, on y va, tiens, je vais être incentivé dessus, mon bonus dépend de si j'ai fait un rituel, je vais être un délit par là. Ah tiens, je vais animer une rétro». Voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'expliquer cette démarche rassurante à vos clients. En fait, c'est votre outil à vous. Mais cette démarche vous permet de comprendre leur niveau de tolérance, de savoir de comment vous allez les amener d'un niveau A à un niveau B de flexibilité, d'adaptabilité, de challenger les certitudes, d'identifier les zones d'ombre et d'avancer autrement. Parce que tout ça, ça vous sert à avoir le bon discours, parce qu'il n'y a qu'un seul enjeu quand on va voir ces personnes-là. En fait, c'est l'enjeu véritable de créer la confiance. Parce que sans confiance, peu importe qu'on affronte quelque chose de certain ou d'incertain, on n'avance pas. Et du coup, la vraie question, c'est si l'enjeu, c'est la confiance, si l'enjeu, c'est de créer de la confiance parce que on a envie de marcher ensemble dans le brouillard et qu'on va avancer. En fait, il va falloir à un moment qu'on essaye pas juste d'apprivoiser les perturbations, mais plutôt de les dompter. À quel moment, du coup, apprivoiser l'incertitude, muscler sa flexibilité, ça devient une compétence. Ça devient une compétence tout simplement quand on prend les 4 étapes du processus d'apprentissage qu'on trouve souvent dans la PNL, où on se dit, tiens, faille incompétence inconsciente ou consciente. Ça veut dire qu'en gros, je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas parler anglais. Je ne me suis jamais posé la question, je n'ai jamais ouvert Netflix, c'est jamais venu à moi et je ne me suis jamais posé la question.
À quel moment je prends conscience, je décide d'agir et finalement j'en fais une compétence qui est tellement naturelle que ça devient une compétence complètement inconsciente et je passe à autre chose à travailler. Et c'est ça la réalité. À quel moment, nous les agilistes, nous devenons des pros, des cracks de la gestion des surprises, de l'inattendu, des incertains et on est capable de le communiquer, d'embarquer des gens avec nous. Et ça, bah, c'est ce que j'appelle pour moi une compétence que l'agilité nous offre. Le mindset agile nous demande de la flexibilité et de l'adaptabilité. Jusqu'où on peut être agile, c'est la question qu'on pourrait se poser. Et peut-être que c'est là, c'est à ce moment-là, quand la compétence devient complètement inconsciente, qu'on est des vrais cracks. Alors, personne m'a posé la question, c'est quoi crack? Crack, c'est ces quatre mots-là. Ça veut dire qu'il y a le pilier de comprendre, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comprendre les zones d'ombre, comprendre qu'est-ce qui nous paralyse, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif. C'est tout de suite se mettre dans une situation où on reste flexible, parce que si on est flexible, bah, quoi qu'il se passe, quoi qu'on expérimente, on apprend toujours quelque chose afin de mieux collaborer, parce que pour moi, je vous l'ai dit, le collectif, c'est important, l'intelligence collective est super importante. J'ai beaucoup parlé, donc on va arriver à la slide que vous adorez tous et que vous attendez, c'est celle de la conclusion. Mon message serait, il faut se faire confiance pour pouvoir embarquer des gens qui vous font confiance. Et des perturbations, vous allez en rencontrer partout, perso, pro, peu importe. Quelque part, quel que soit votre rôle, c'est devenu notre quotidien. C'est ça le monde de l'incertain. Donc, il faut apprendre à positiver, à relativiser et à voir les choses comme une étape, s'entraider, s'entourer pour y arriver. Parce que, au final, si on se fait confiance, on est capable de créer la confiance des autres. Je ne parle pas juste d'inspirer, c'est créer la confiance des autres pour transformer l'incertitude en allié et la dompter. Et si jamais vous êtes dans une phase de doute, de stress, que vous avez une perturbation que vous ne pouvez pas gérer et que vous avez besoin de respirer un bon coup et de la positiver, peut-être que c'est à ce moment-là que vous pourriez juste vous dire Hakuna Matata. Merci. Merci à tous. Voilà, Hakuna Matata, il est arrivé. Les petits livres, les chefs-d'œuvre et les livres qui ont aidé à faire de très belles slides, comme vous pouvez voir. J'ai un exemplaire du livre si quelques personnes ont besoin de feuilleter. Je ne sais pas très bien comment vend mon livre, donc voilà, on passe à autre chose. Et on va passer aux questions-réponses. Je vous laisse me laisser des petits feedbacks. C'est toujours important d'avoir des feedbacks, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu. Et avant de passer aux questions, merci parce que vous avez beaucoup bougé la tête dans tous les sens. Donc, c'était agréable pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des feedbacks? C'était tellement clair. Tom? Ah, on va être sûr. Euh, alors, je pense qu'on est un petit peu sur la fin, sur le pont entre cette méthode que vous apportez et effectivement l'adoption des clients. Alors moi, dans mon expérience d'outils de complexité, moi, je m'inspire beaucoup de Knevin, peut-être que vous connaissez aussi. Je connais, mais un peu mal. Ok. Bah, Faut faire un autre. Je sais pas. on pourra en discuter après si vous voulez. Euh, et il y a une astuce, par exemple, que Dave Snowden apporte, c'est de commencer par les problèmes où les gens sont au pied du mur. Enfin, ils sont vraiment acculés. Ils ont testé toutes les méthodes qu'ils ont et ça n'a pas marché. Et donc là, ils sont à bout de souffle et ils veulent bien prendre n'importe quoi. Alors que là où ils ont déjà des certitudes, c'est beaucoup plus difficile de les emmener ailleurs parce qu'ils sont déjà. Il faut attendre qu'ils se cassent la gueule avant de pouvoir les persuader sur autre chose. Je dirais un autre commentaire, c'est sur. Il y a beaucoup de choses très, très compatibles avec justement Knevin.
Par contre, il y a toute une dimension, individuelle, ce que je trouve intéressante d'un côté, parce qu'effectivement, il y a cette notion de qu'est-ce que ça vit, comment on vit l'incertitude. Je trouve que c'est très intéressant de faire état de ça. Par contre, il y a un petit peu moins de choses sur comment créer cet environnement pour que ça soit plus facile à adopter les gestes qu'on a en dehors dans notre vie privée, qu'on a envie de mettre ça dans la vie pro. Il y a la notion d'affordance, par exemple, qui est intéressante. C'est si je veux faire sortir quelqu'un de la salle, si je mets une porte, j'ai pas besoin de leur dire, j'ai pas besoin de les emmener. Donc, comment on fait pour créer ces portes-là qui emmènent vers l'incertitude? Je pense que c'est intéressant de creuser. Merci pour ton partage. Je vais aller plus loin. Alors, le livre, lui, il s'appelle plutôt «Apprivoiser l'incertitude, faisant une compétence». Quand pour, la petite histoire, j'ai écrit la conférence et forcément, j'ai fait un choix, de ce que j'allais y mettre ou pas et les 2 semaines qui ont passé après, c'était horrible parce que j'avais plein d'idées, des choses qui me revenaient, des moments, des flashs, mes propres moments d'incertitude, quand je devais faire des choix de carrière ou autre. Ma maman qui me conseillait alors qu'elle n'avait aucune expertise, sur l'agilité ou sur autre chose évidemment, mais qui a toujours été là et d'un coup, en fait, le livre, il s'est imposé à moi. Mais par contre, quand j'ai fait le livre, je voulais un livre qui soit accessible à tout le monde et qui soit ouvert à n'importe qui, à des non-agilistes. Donc en fait, dans le livre, je parle pas d'agilité, je parle de bonnes pratiques agiles sans citer l'agilité. Pourquoi je t'en parle? Tout simplement parce que, hem, j'ai fait des entretiens et par rapport à ce que tu dis, ce qui est revenu le plus souvent, c'est, des gens qui sont de plus en plus paralysés face aux perturbations. Donc en fait, il y a c'est pas une question de force de caractère, d'être plus fort, plus courageux, mais il y a des personnes qui sont complètement paralysées par rapport à certaines situations et ça, c'est une dimension individuelle que je connais pas très bien moi-même parce que moi, j'ai toujours, bah, je vais avancer et puis on verra bien et puis si je me loupe, je retomberai sur mes pattes. Mais au final, je me rendais pas compte que ça paralysait énormément de personnes et c'est pour ça que, être au pied du mur, c'est une chose, mais quand tu es, dans un état d'esprit un peu négatif, que tu vois vraiment le mal de chaque situation, que tu n'arrives pas à voir le côté positif, que tu n'arrives pas à dépasser ça, c'est vrai que c'est très dur de se mettre en mouvement. Donc voilà, donc pour dire, juste pour te répondre que, hem, la perspective que j'ai voulu offrir aujourd'hui, c'est que oui, il y a écrit, positiver les changements, mais ce n'est pas facile ou accessible à tous et il faut se créer un environnement. Mais pour se créer un environnement, il faut aussi le vouloir, pour le pouvoir. Mais c'est un débat philosophique qu'on peut avoir à ce au côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des feedbacks, des sourires? Ouais? Bon, bah, merci à vous.